Une cycliste qui explique avoir bu trop de café, un tennisman qui se justifie en disant qu'il a mangé trop de vos hormones. Les histoires de dopage, le sport en regorge, le cyclisme, le tennis donc, mais également l'athlétisme, le football et même le billard, on va le voir, avec souvent des sportifs qui n'assument pas et qui essayent de trouver des excuses totalement farfelues et pathétiques, au point que parfois elles en deviennent drôles. C'est le sujet du livre de notre invité. Bonjour Manuel Tissier. Bonjour Philippe Vandel. Vous venez de publier Christophe Duchiron à l'insu de mon plein gré, les plus belles excuses du dopage. C'est chez Solar. Vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes rédac chef adjoint de Stade 2, l'émission sur France 3. Jusqu'où les sportives peuvent-ils aller pour nier les faits ? Ils peuvent aller très loin dans des récits rocambolesques, avec une imagination débordante. Et c'est ce qu'on a découvert avec Christophe Duchiron en se penchant un peu dans le détail de ces affaires, dont certaines sont très médiatiques, mais d'autres beaucoup plus obscures, un peu plus confidentielles, mais très savoureuses. Et ils peuvent aller très très loin, jusqu'à expliquer qu'ils ont marché dans une flaque de PO, par exemple. Évidemment, il y a souvent des flaques de PO dans la rue, ça peut tomber comme ça. Le PO, ça nous rappelle l'affaire Festina et la fameuse phrase apocryphe à l'insu de mon plein gré de Richard Viran, qui en fait avait été écrite évidemment par les Guignols. Alors dans votre livre, il y a une petite centaine d'histoires, plus ou moins connues, une centaine c'est pas rien. Elles sont réunies par thème avec les mêmes mots pour commencer. C'est pas moi, c'est. Alors au choix, c'est pas moi, c'est ma famille. C'est pas moi, c'est la nourriture. C'est pas moi, c'est un complot. Les sportifs, on l'a dit, ont beaucoup d'imagination et c'est l'un des enseignements de votre livre. Et c'est ce qu'a retenu votre co-auteur, Christophe Duchiron. Le champion sportif, attention, c'est pas que du muscle et du mental, c'est aussi une imagination sans borne. Voilà, dès lors qu'il faut justifier un contrôle positif. Et alors là, on atteint parfois des sommets de création littéraire. On peut parler véritablement de Jules Verne du muscle. Un petit exemple, le rugbyman Ryohei Yamanaka. Voilà, rugbyman japonais qui préparait la Coupe du Monde 2011, un jeune plein d'espoir, s'est fait attraper au métandriol, qui est un stéroïde anabolisant. En gros, c'est une pilule à muscle. Excuse trouvée par ce sympathique nippon. Je ne voulais absolument pas me doper, mais simplement me faire pousser la moustache. Voilà, on appelle ça une excuse au poil, désopilante et peut-être navrante. on voit pas nos moustaches parce qu'on a les masques. Il le raconte aussi bien qu'il l'écrit, ouais. Christophe. Mais ces sportifs, quand ils sont contrôlés positifs, est-ce qu'ils se défendent maladroitement parce qu'ils sont maladroits ou parce qu'ils sont conseillés par une équipe qui les conseille mal ? Alors il y a un petit peu les deux cas de figure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement d'investissement pour les sportifs, ils mettent tellement d'eux-mêmes dans la recherche de la performance et ils essayent tellement de gratter une seconde, un millimètre, que quand ils se font prendre, ils sont pas du tout préparés parce que aussi c'est une diffusion parfois culturelle, le dopage, dans certaines disciplines. Et donc, ils veulent pas avouer, c'est ce qui s'est passé. J'ai bien compris, mais est-ce que parfois il arrive que ce soit leur avocat qui dise tiens, dis ça, quitte à ce que ce soit pas cru, au moins ça fera gagner du temps, ce qu'on appelle une manœuvre dilatoire en justice. Alors l'exemple, c'est Kelly White, par exemple, l'athlète, qui dit, lorsqu'elle est prise pour dopage après les championnats du monde d'athlétisme en 2003, c'est parce que je suis narcoleptique. Et en fait, elle l'avouera plus tard qu'elle savait pas ce que c'était la narcolepsie et que c'est son médecin qui lui avait dit « dis que t'es narcoleptique parce que le genre de médicament que tu as pris peut correspondre à la narcolepsie ». Donc voilà le genre d'invention et ils sont un petit peu parfois sous influence, ces sportifs. Ouais. Les excuses avancées sont souvent folles, évidemment, ce qui fait la saveur de votre livre. Page 8, une joueuse de tennis qui explique qu'elle a été contrôlée positive à cause d'un médicament de sa mère tombée dans un bouillon. Et qu'ensuite elle a bu raconter l'affaire. Ouais, c'est Sarah Errani, qui était à Roland Garros d'ailleurs cette année, qui a été finaliste, joueuse italienne. Effectivement, elle est attrapée à cause d'un stimulateur hormonal, le létrozole. Et en fait, ça, je pense que sur ces équipes médicales qui constatent que cette hormone est présente dans un médicament contre le cancer. Et donc, Sarah Errani explique que sa maman, qui lui fait des pâtes, on est en Italie, donc il y a un petit côté couleur locale qui est sympathique aussi, que sa maman a malencontreusement fait tomber ces piles de médicaments dans le bouillon pour préparer les pâtes et que Sarah Errani a mangé les bonnes pastas de la mama et qu'elle s'est retrouvée positive. C'est vraiment pas de chance. Une de mes préférées, l'une des plus belles, c'est celle du joueur de billard. J'ignorais d'ailleurs qu'on pouvait se doper pour jouer au billard. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est une des grandes découvertes. Alors racontez, qu'est-ce qu'il a fait ce gars ? C'est Yunsuke Inoue, grande star du billard au Japon, je l'ignorais. Il a pris des stéroïdes. Il a été pris aux stéroïdes, ce qui est, je vous le rappelle, un produit qui fait gonfler les muscles. Donc ce qui n'est pas forcément le premier attribut des joueurs de billard. Musclore, oui. Ouais. Enfin, c'est à ça qu'a été pris Ben Johnson, par exemple, le coureur de 100 mètres. Ouais, en 88.
il est contrôlé positif aux stéroïdes. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il avait pris un produit pour stimuler sa sexualité. Ah oui. Et pour honorer sa femme. Et donc, il a fait toute une sortie en disant, mais c'était pour ma femme que j'ai fait tout ça. Et donc, les stéroïdes qui étaient présents dans le produit sont ressortis lors du contrôle antidopage. Et on l'a cru? Il a été condamné ou il est... Alors lui, il a été condamné. C'est page 86, on va retrouver ça en attendant. Je voudrais qu'on parle de Cannavaro, le footballeur italien champion du monde en 2006. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui? Il a trouvé des traces de cortisone dans ses urines, mais il avait une bonne excuse. Oui, il a été piqué par une guêpe. Et en fait, il a mis une crème la veille du contrôle, et il s'est fait piquer dans les deux sens du terme, puisqu'il y a eu un contrôle, mais il a fourni une autorisation à usage thérapeutique, ce qui est un peu la carte d'immunité du sportif qui se fait prendre pour dopage. Et grâce à ça, eh bien, le comité national italien qui gère les affaires de dopage a dit « Ah d'accord, ok, tu avais le droit ». Okay. Ils sont beaucoup de mensuétudes en Italie, beaucoup moins de mensuétudes pour le joueur de billard, puisqu'Antoine Janton me dit qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Vous restez avec nous. À l'insu de mon plein gré, c'est sous-titré Les plus belles excuses de dopage. Évidemment, les plus belles, c'est aussi les plus ridicules. C'est chez Solar, c'est signé Christophe Duchiron et Emmanuel Tissier qui est notre invité. On va revenir au cyclisme pour parler du cas Richard Virenque, qui niait contre toute évidence être dopé en 98. Nous étions le 16 juillet, 2 jours avant l'exclusion de l'équipe Festina. Et c'est vous, Manuel Tissier. À l'époque, vous étiez journaliste pour Europe 1 et vous teniez le micro Europe 1 devant Virenque. On est dans le feu de l'action, donc on a notre conscience tranquille en tout cas, en tant que professionnel. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors des questions qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on va pas repartir comme ça, surtout pas. Sauf que 2 jours plus tard, l'équipe Festina est exclue du Tour de France. On n'a été jamais sujet à un contrôle positif et on ne suspend par rapport à une image, parce qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, parce que ça nuit à beaucoup de monde, donc c'est sûr, on s'arrête, d'accord, ok. Et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous l'année prochaine. Il est au bord des larmes en longtemps, Richard Virenque, qui dit avoir été dopé à son insu avant de reconnaître les faits. Plus tard, un dopage organisé. Récit catastrophique pour sa carrière, pour son image. Mais vous dites, Manuel Tissier, que vous avez de l'empathie pour Richard Virenque. Pour quelle raison? Alors, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça me rappelle que ce jour-là, dans l'arrière-salle du café chez Gilou en Corrèze, c'est Loïs Ledu, qui était motard ici, qui tenait le micro. Et on avait toute une équipe complètement dévasté par cette affaire. Et plus de 20 ans après, 22 ans après, j'ai de l'empathie pour Richard Virenque, parce que Richard Virenque, il a été la victime expiatoire d'un système de dopage jamais vu dans l'histoire du sport, puisque le dopage à l'EPO, on va dire, commence en 1991 sur le Tour de France. On pense que c'est l'histoire des PDM qui sont victimes d'une intoxication collective, et elle se poursuit après avec Lance Armstrong pendant des années. Et Richard Virenque, il a, et c'est pas moi qui le dis, c'est le président du tribunal de Lille, du tribunal correctionnel qui a jugé l'affaire Festina, il a dit, il a été victime d'un système, Richard Virenque, d'un système dans lequel le sportif était un petit peu broyé et presque obligé de se doper s'il voulait être au niveau des autres. Vous lui avez proposé d'écrire la préface du livre, vous voulez longuement parler, il a refusé, pour quelle raison? J'imagine que c'est trop douloureux encore pour lui, parce que j'imagine, et c'est ce que j'ai compris, qu'il n'a pas du tout envie de rire avec cette histoire qui a fracassé sa carrière, parce que Richard Virenque, c'était un immense champion. Il est quand même revenu après l'affaire Festina, on se souvient, avec le maillot de Polti puis de la Quick Step. Il a encore gagné des maillots à poids, mais il a perdu évidemment énormément d'argent, et sans doute que ça l'a empêché de gagner le Tour de France, dont il était en 98, on le rappelle, l'un des immenses favoris. Ça fait près de 20 ans, Manuel Tissier, que vous travaillez pour France Télévisions, le diffuseur principal de la course. On est tiraillé entre l'envie de diffuser une belle compétition sportive, juste et équitable, et aussi la nécessité d'enquêter, d'informer, parce que vous aimez le sport, mais vous êtes d'abord journaliste. Comment on arrive à bien faire son travail dans ces conditions? C'est une tension un peu permanente.
courte, mais plutôt féconde, en tout cas en ce qui concerne le service public, puisqu'il y a un service des sports qui est dépendant des programmes et qui est chargé de proposer les plus belles images de sport, le plus d'émotions, notamment sur le Tour de France. Et c'est vrai que le dopage, c'est une grosse tâche sur la nappe du pique-nique. On peut pas imaginer faire la fête en imaginant que les coureurs sont en train de se doper, de prendre des produits, etc. Donc, il y a, c'est vrai, une tension entre cette idée de proposer le plus beau des spectacles, de le garder très propre, très lisse, et puis la nécessité d'informer avec les journalistes. Et à France Télévisions, il y a sans aucun problème des journalistes qui font leur travail et des programmes qui font aussi leur travail. Et donc, de temps en temps, il y a une petite ligne de crête sur laquelle il faut être assez habile. Ouais, parce que là, c'est schizophrène. C'est pas comme si c'est la même personne qui enquête à la fois sur le dopage et qui fait la recension de ce qui s'est passé dans l'étape. Je me souviens que ce reproche avait été fait aux journalistes de France Télévisions. Ils couvraient le Tour de France. Ouais. On leur disait qu'ils étaient naïfs avec le dopage. Et puis, on voyait une manière de parler du dopage pendant la course, moi je suivais le Tour de France, et une autre manière d'en parler dans le 20h. Ouais. C'était pas les mêmes personnes. Je voudrais qu'on entende Gérard Holst. Il parlait sur Europe 1, on était en 2013. Il racontait comment Lance Armstrong n'avait pas apprécié l'une de ses questions. J'ai essayé de faire mon métier de journaliste. Je l'ai fait. Le Monde publie ce jour-là un rapport de l'agence contre le dopage disant il a pris des corticoïdes. Donc je lui pose la question, il fait la gueule et juste après l'émission, il me dit Gérard, je reviens plus, c'est pas la peine. Moi je suis sur le Tour de France pour courir, je suis pas pour répondre à ce genre de questions. Donc il m'a boycotté et ça me fait doucement rigoler lorsqu'un papier dans Télérama récemment là me met en cause en disant que je suis un naïf alors que j'essaie simplement de faire mon métier de journaliste. De recevoir des leçons comme ça, j'en ai un tout petit peu assez. Aujourd'hui, la situation... 1999, ça, Armstrong et les corticoïdes. Ouais, mais Holst le racontait en 2013. La situation n'a pas changé puisque l'équipe couvre évidemment le Tour de France, le journal L'équipe, et le journal L'équipe dépend du groupe Amaury qui est l'organisateur du Tour de France. Et de la même façon, il se passe ça sur France 2. Est-ce que c'est sain ? C'est pas sain, c'est obligatoire parce que toutes les grandes compétitions qui génèrent énormément d'argent sont portées et diffusées par des énormes entreprises de presse, que ce soit du service public ou du service commercial. Pour le foot, c'est TF1, pour le rugby, Canal. Oui, mais par exemple, la FIFA qui organise la Coupe du Monde, elle n'a pas un journal. Non, mais elle a beaucoup d'argent et c'est à elle qu'on lui achète les droits. Donc les télés sont clientes de la FIFA d'une certaine manière. Reproche récurrent, est-ce qu'il existe une différence de traitement médiatique entre les sportifs soupçonnés ou accusés de dopage ? Autrement dit, est-ce qu'un footballeur sera moins exposé qu'un cycliste ou qu'un coureur à pied ? Ça, c'est très lié au modèle économique et à l'organisation du sport. Le foot, les équipes sont protégées par une armée d'avocats. C'est un sport collectif, c'est très structuré. Attendez, dans votre réponse, la sous-entend, le sous-texte, c'est qu'ils se dopent autant que dans les autres sports ? Ça, j'en sais rien, parce qu'il y a moins de contrôle, sans doute, et il y a une culture qui est moins avérée que dans le cyclisme, où il y a eu, depuis 98 notamment, un énorme coup de balai et énormément de contrôle. Après, ça, je ne sais pas s'ils sont plus dopés ou moins dopés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas organisés du tout de la même manière et que c'est beaucoup plus... Le monde du football est beaucoup plus puissant que le monde du cyclisme qui est organisé en fait. Il y a une fédé, mais après ce sont des sponsors, c'est des petites boîtes en fait qui sponsorisent chaque équipe. Ouais. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'encadrement et de possibilité de se défendre. Manuel Tissier, c'est vous derrière le masque là, c'est bien vous. Je vous pose la question parce que je voudrais que vous racontiez une histoire à la fois drôle et pathétique que vient de révéler l'Agence mondiale antidopage. Vous la connaissez, les haltérophiles qui ont usé d'un stratagème inédit pour échapper au contrôle antidopage. Vous connaissez cette histoire ? Non. Au lieu d'y aller eux-mêmes, ils sont 18, ils ont envoyé des sosies. Ah, pas mal. Des types avec visage et musculature similaires, suffisamment convaincants pour berner les autorités, et les gens ont fait pipi dans l'éprouvette à la place des vrais haltérophiles. Il faut vraiment qu'on fasse un tome 2. Mais en fait, c'est rien par rapport à la Russie. Les affaires de Grigory Rodchenko là, qui sont formidablement racontées dans le documentaire Icar. Là, c'est un dopage d'État. Il y a vraiment un dopage d'État avec des méthodes dignes de l'espionnage, dignes du bureau des légendes, avec des fioles qui sont changées dans la nuit. C'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et ça depuis 1968. Documentaire qu'on peut encore voir en ce moment sur Netflix. Ouais. Vous avez 10 secondes pour nous raconter votre histoire de dopage préférée. L'une de mes préférées, c'est celle de Fatima Yvelin, qui est une coureuse française et qui, à 43 ans, se fait prendre pour dopage. Et elle explique qu'en fait, c'est de l'EPO qu'on retrouve dans ses urines. En fait, elle courait un semi-marathon à Perpignan et qu'il a beaucoup plu ce jour-là, qu'ils sont passés à côté d'un hôpital
que l'eau a dégouliné sur des déchets hospitaliers qui contenaient de l'EPO. Elle a marché dans une flaque, a éclaboussé son pantalon, donc ses parties intimes, et donc elle a fait pipi de l'EPO. Merci Fatima, c'était très très intéressant. Merci beaucoup et on salue le CHU de Perpignan.